Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Énergétiquement, quand on va découvrir, mettons, une vie antérieure ou un nœud dans du transgénérationnel, puis que là, je suis en train de dicter le processus de libération, que l'Akasha est en train de me dicter, puis moi, à ce moment-là, je parle, je ferme les yeux, puis que j'ouvre les yeux, puis la personne, elle est en pleurs devant moi, puis elle me dit « J'ai tout ressenti !» Et puis qu'elle se sent différente, puis que... On ne peut pas l'inventer. C'est juste comme... C'est énergétique. C'est incroyable. Chers amis, bienvenue. Voici cette nouvelle rencontre avec mon invité. Vous n'êtes pas sans savoir que nous étions allés d'ailleurs au Québec il y a quelques mois de cela, en tout cas à l'heure où on enregistre cette émission, pour rencontrer les accompagnants de vie, les coachs, les thérapeutes et ceux qui ont une expertise particulière là-bas, outre-Atlantique, chez nos cousins québécois. Et bien là, on reçoit justement des Québécois qui viennent aujourd'hui en France, enfin des Franco-Québécois ou des Québécois français, je ne sais pas exactement, mais on va éclairer tout ça. Elle s'appelle Anne-Sophie Jeanvrin. Elle est ici sur les canapés. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Marc. Française ou québécoise? Les deux. Les deux. Mais le cœur? Les deux aussi. Les deux aussi. On n'oublie jamais ses racines. On oublie, bon, très bien. Une Française expatriée. Exactement. Voilà, au Canada, à Montréal précisément. Merci d'être là. Ben, merci. Je suis ravi de lire votre histoire. Évidemment, quand on reçoit quelqu'un, on fait ce qu'on appelle une fiche de production et on a retracé assez globalement ce qui a fait la femme que vous êtes aujourd'hui. Il y a un mot qui ne revient pas dans ce que vous avez écrit, c'est le mot médium. Oui, effectivement. Vous ne vous considérez pas comme médium? J'aime pas les étiquettes. C'est difficile. Pourtant, il faut bien en mettre. Oui, effectivement, parce qu'effectivement, ça va rassurer le mental et les gens, ça les aide quelque part à catégoriser. Mais le terme médium veut aussi englober plein de choses et ça veut comme tout et rien dire, ce qui fait que ça crée aussi des attentes qui peuvent être comme dévoyées vis-à-vis des gens. Donc je préfère comme ne me mettre sans étiquette parce qu'en fait, il n'y en a aucune qui me correspond réellement. Qu'est-ce que vous dites alors quand on vous demande ce que vous faites dans la vie? Je dis que je fais des lectures akashiques et j'explique que je parle avec les guides. Donc ça amène vraiment un dialogue et du coup une plus fine compréhension de ce que c'est. Ou un rejet? Ça se peut aussi. Ça se peut qu'il y ait des personnes qui ne croient pas et c'est correct aussi. Bon. Les lectures akashiques, ouais. Ça c'est fascinant, les annales akashiques, parce qu'il y a des choses incroyables. Et vous allez nous expliquer comment tout cela entre dans votre vie. Je disais que vous étiez installée au Canada depuis 15 ans, vous êtes maman, vous avez 3 enfants, ouais. Tout va très bien évidemment. Et vous vous considérez plus comme une chercheuse de vérité. Oui. Vous avez cherché longtemps la vérité? Je ne viens pas de ce domaine-là. Donc pour moi, c'est quand même relativement récent d'avoir fait ce switch-là dans ma vie. Mais depuis que, quelque part, j'ai découvert le poteau rose et toute l'information, oui, c'est ce que je fais vraiment au quotidien avec tous mes clients. C'est d'amener cette vérité, cette reconnexion à l'âme pour qu'ils sachent d'où ils viennent, le comprendre en fait le grand pourquoi. Et donc oui, je le fais quotidiennement avec mes clients, mais même moi, dans ma relation spirituelle avec mes guides ou autres, je suis comme tout le temps en train de leur demander pourquoi, les remettre en question, tout le temps dans cette quête de vérité. Oui, c'est important. Comment se fait-il que, effectivement, alors, vous venez d'où, en fait? Quel était le cursus? Quelle était votre première partie de vie avant d'être cette chercheuse de vérité dans les annales akashiques? Loin de tout ça, parce que moi, j'ai fait un master en droit des affaires. Ensuite, j'ai fait une école de commerce. Puis, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai travaillé dans le domaine du e-commerce pendant plus de 10 ans. Rien à voir. Ah non, vraiment pas une vie quelque part sur le papier où toutes les cases, comme je dis, étaient belles et cochées, en fait. Donc, il n'y avait rien qui nécessitait une remise en question. Et là, il n'y avait pas déjà les prémices de guide, de croyances, de choses comme ça? J'avais cet intérêt quand j'étais petite. J'ai toujours aimé tout ce qui était l'astronomie, l'astrologie. Quand je regardais les étoiles, j'avais un sentiment, un appel très fort de « Oh my God, c'est ma maison, je le sais ». Je le savais qu'il y avait quelque chose de puissant, que ça ne se pouvait pas qu'après la mort, il n'y ait plus rien. Pour moi, c'est comme quand on sent une vérité profonde de « Non, c'est juste pas possible ». Mais j'avais pas vraiment les informations pour aller dans cette quête-là. Il y a des personnes dans ma vie qui ont été des éléments déclencheurs très importants, qui ont mis des éléments en place dans ma jeunesse, mais il y avait rien de tout ça. Puis moi-même, je ne recevais pas de messages, je canalisais rien, j'avais un intérêt, une sensibilité, mais comme si tout avait été en dormance, jusqu'à ce que le moment soit venu. Troisième
enfant. 3e bébé, exactement. Et c'est là que les choses se déclenchent. Vraiment, vraiment, parce que à ma première grossesse, j'avais déjà senti que j'avais une envie de quelque chose de différent, quelque chose qui fasse vraiment du sens. Comme quand mes clients ils viennent puis qu'ils me disent, il me manque quelque chose, c'est quoi ma mission de vie? J'avais vraiment ce sentiment en moi, pareil. Mais je savais pas quoi. Et là, au 3e bébé, je me souviens, je suis rentrée de la maternité, c'était vraiment très clair que je veux quelque chose qui fasse du sens. Mais encore une fois, je savais pas quoi. Et en fait, j'ai vraiment décidé de me mettre comme en retrait de la vie. Arrêter le métro, boulot, dodo, vraiment revenir à quelque chose d'essentiel. Et c'est là, en fait, que, quelque part, et j'ai vraiment demandé à l'univers, montre-moi le chemin. Genre, qu'est-ce que je dois faire? Et là, tout s'est mis en place. Comme je dis, j'ai fait une recherche sur Google de formation spiritualité. 2 mots-clés basiques, hein, vraiment. Et là, je suis tombée sur une formation en radiesthésie. J'étais comme, oh my God, c'est donc bien le fun, ça. Ah, j'ai trouvé ça trop cool. C'est donc bien le fun, ça. Et ça a été éclairant. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé le mot Reiki. Puis j'étais comme, je savais pas ce que c'était. Hein. Aucune idée, jamais entendu parler. Mais j'ai senti dans la vibration, oh, je veux faire ça. Donc vous avez fait une formation de Reiki? J'ai fait une formation de Reiki. 6 mois plus tard, j'étais maître Reiki. Je suis devenue maître magnétiseur aussi. Et c'est quand j'ai fait mon stage de maître Reiki que tout s'est déclenché. Parce qu'on sait bien que quand on fait des formations en soins énergétiques, on augmente aussi nos vibrations. Et à ce moment-là, eh ben, j'ai commencé à recevoir des messages. Mais ce qui est assez incroyable, avant de parler de vos messages, c'est que le fait d'être maître en magnétisme, ça veut donc dire que effectivement, vous aviez quelque chose, pour le coup, mais qui ne s'était jamais présenté avant de cette manière. Non, j'avais jamais forcément fait attention à quoi que ce soit. Puis notre vie quotidienne nous invite pas forcément à prendre conscience de nos ressentis énergétiques. On vit dans un moule et tout ça, donc on suit le flot. Puis c'est correct aussi dans un sens, pourquoi pas. Donc c'est vraiment quelque part la vie qui a mis tout ça sur mon chemin. Et là, j'ai commencé à recevoir des messages et de fil en aiguille, j'en suis arrivée là où j'en suis. Alors, les messages, comment? De toutes les formes. Ok. Des signes? Pardon? C'était surtout des signes? C'était de la clairaudience? En fait, c'est que, comment dire, quand, en l'occurrence dans ce stage-là, j'atterrissais dans les nuages et là, donc, je voyais des énergies. Et je recevais des messages donc, à travers la clairvoyance, la clairaudience, la clairconnaissance. Le message était là. Puis c'était des scènes qui se déroulaient sous mes yeux. Et donc là, je transmettais, puis les gens, ils étaient comme « Ah oui, c'est ça ». Alors, on a déjà eu des témoignages comme ça, et beaucoup de gens disent « J'avais vraiment la sensation de devenir folle, quoi. » C'est-à-dire que je me posais vraiment les questions de me dire oh, « Est-ce que je ne deviens pas schizo ?» ou des choses comme ça, quoi. Non, parce que là, en l'occurrence, c'était dans un cadre, malgré tout, sécuritaire, où je le sais que je partais en canalisation. Donc, oui, dans mon quotidien, je peux avoir des images comme qui se superposent à ma réalité, mais c'est vraiment dans un cadre où c'est moi qui vais le déterminer. Donc, quand je suis en canalisation, quand je fais mes séances, ce qui fait que je le sais que je suis dans un espace dont je ressens la vibration, qui n'est que amour et sécurité. Donc, non, j'ai jamais eu ce sentiment de peur de la boule. Non. Bonjour à tous, je suis Stéphane Michael. J'ai le plaisir de vous annoncer que je serai le 14 novembre à l'île de la Réunion pour une soirée 100% voyance, guidance et ressenti, où je répondrai à vos questions. Donc rendez-vous tout de suite sur le site abctalk.fr dans la rubrique événements pour réserver vos places. J'ai hâte de vous retrouver. Et ce sentiment de se dire, je quitte cette voie royale que j'ai, cette voie toute tracée, pour se lancer dans quelque chose qui est quand même extrêmement hasardeux dans un premier temps, et deuxième temps très très concurrentiel, pour ne pas dire un peu dévoyé aussi. Il y a beaucoup de gens qui prennent ça un peu à la légère ou qui ne sont pas très intéressés par ces sujets-là. Donc comment vous acceptez de faire le switch? Eh ben, au début, c'est pas facile, parce que quand j'ai fini mon congé maternité, j'ai repris mon ancien travail à mi-temps. Et donc, j'avais l'impression d'avoir comme 2 vies en parallèle. Mais clairement, j'étais plus la même personne. J'avais tellement changé et je sentais cet appel, que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Mais c'est sûr que là, on se bat avec nos peurs, le mental, les pensées limitantes de est-ce qu'on peut vivre de ça? Qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait, moi, j'avais des peurs que même mes amis autour, ils me disaient « Non mais Anso, c'est comme, tu l'as vu la réalité, tu vois ce que ça donne en séance, c'est ta voix. » Donc les autres, quelque part, avaient même vu ça avant moi, qui avait vraiment cette peur-là. Puis l'univers, qui fait toujours bien les choses. Et vous demandez toujours, montre-moi le chemin. C'est ça, puis mais je le savais ce qu'il fallait que je fasse. Mais c'est pas parce qu'on nous le dit que ça enlève la peur, veux pas. Et donc je le savais qu'il fallait que je me lance. Mais malgré tout, les craintes étaient là.
Puis l'univers m'a mis un gentil petit coup de pied aux fesses en étant licenciée économique, alors que légalement, j'étais pas censée être concernée. Mais là, je me suis dit, OK, faut pas se battre, c'est pas la peine. C'est de l'amour. C'est fort. C'est fort. Mais oui. Cet angle spécifique de la lecture akashique, cette approche que vous avez, qui est quand même c'est un secteur dans le secteur, les annales akashiques. Absolument. Très clairement. Comment vous découvrez ça et comment vous découvrez que ce sont bien les annales akashiques? En fait, au début, moi, je connaissais pas du tout. Puis, par hasard, il n'y a pas de hasard, je tombe sur une mini-conférence qui explique qu'est-ce que c'est. Puis là, justement, avec mon mari, on regarde ça et on finit la conférence, puis faut que je fasse ça. C'était de nouveau une évidence, décidément. Et donc, c'est comme ça que je découvre ça. Puis, je m'inscris à une formation pour pouvoir, justement, bien les ouvrir et faire les choses de façon correcte. Et dès le début, les messages y rentrent. Dès le début, c'est une évidence. Dès le début, c'est magnifique, c'est magique. Quand on parle des annales akashiques, on parle souvent de cette grande bibliothèque universelle, et c'est pour ça que sur le visuel, on a mis effectivement cette bibliothèque. Est-ce que véritablement, je me suis toujours posé cette question, vous voyez les choses, vous percevez les choses comme une grande bibliothèque comme ça? Moi, non. OK? Mais ça se peut effectivement qu'il y ait des personnes qui le perçoivent comme ça. Parce que j'ai envie de dire, quelque part, ils vont utiliser, donc les guides, l'Akash, l'univers, va utiliser des référentiels qui nous sécurisent. Donc si on a besoin de percevoir et de visualiser que l'on entre dans une bibliothèque pour que quelque part les messages, on se laisse détendre et que les messages rentrent plus facilement, pourquoi pas? Il y en a d'autres pour qui ça va apparaître différemment. Moi, en l'occurrence, je pars comme d'une boîte vide. Je fais un vide en moi, je n'ai aucun référentiel, et là, je leur demande, et là, ils me mettent à disposition et ils me montrent tout. Donc ce n'est pas une bibliothèque en tant que telle, néanmoins, c'est une très belle explication métaphorique, qui explique très très bien et qui permet de comprendre. Mais on aurait pu donc, dans votre cas, remplacer le mot lecture akashique en disant lecture médiumnique, c'est pareil. Le truc, c'est que comme on disait médiumnique, il y a beaucoup de gens qui vont penser qu'on parle de défunts. Oui, okay? c'est vrai que c'est réducteur. Les défunts ne sont pas dans les annales akashiques. C'est pour ça que, moi, c'est ce que je dis aussi à mes étudiants quand ils disent « Ah, mais est-ce que je vais rencontrer des défunts en allant dans l'Akash ?» Non, c'est pas la même porte, là, on n'est pas sur le même palier. Donc c'est pour ça que lecture akashique est beaucoup plus révélateur de tout ce qu'on peut comprendre. C'est un espace où on se reconnecte à toute l'histoire de l'âme. Donc les vies antérieures, le transgénérationnel, notre présent actuel et les potentiels futurs. Donc en ce sens, je trouve que ça a quelque chose de plus précis que médium, où on pourrait dire « Oh, médium, tu vas me dire mon futur ». Non, je te dirai pas ton futur, je te dirai des potentiels futurs par rapport à l'épanouissement de ton âme. C'est en ce sens qu'il y a plus de précision selon moi. Les Akash, comme vous dites, c'est le avant, le pendant et le après. Mais oui, définitivement. Bon, alors comme tout bon thérapeute, accompagnant de vie, expert, etc., vous êtes allé voir chez vous. Oui. Oui. Qu'est-ce que ça dit de vous? Ça veut dire que je suis exactement au bon endroit. Et sur le passé? Sur le passé, ça m'a permis d'aller débloquer des nœuds. Effectivement, d'aller comprendre certaines perspectives, de savoir que pourquoi ça a aussi été si facile. Déjà, on est tous capables de faire ça, mais il y a certaines personnes pour qui l'historique et le passé fait que c'est plus du dépoussiérage. Donc en l'occurrence, pourquoi moi ça a été aussi évident? Parce que c'est du dépoussiérage. J'ai déjà fait ça dans des incarnations passées. J'ai déjà été condamnée pour ça aussi. Donc, ça explique vraiment toute l'histoire de notre âme. Ça m'a permis de comprendre de quel starseed j'étais. Mais après, j'avouerai que je ne suis pas non plus allée trop fouiller. Dans le sens où, pour moi, ce sont vraiment des clés de compréhension de soi et de déblocage. Moi, je suis effaré de ça. Je vais vous dire. J'ai fait une émission l'autre jour sur la communication animale. Ouais. Et j'ai dit, mais moi, quand on a ce potentiel de communiquer avec les animaux, mais je passerai ma vie dans les zoos, dans les parcs, machins, etc. Et tout le monde me dit, ah non, mais tu sais, déontologiquement, je peux pas faire ça, j'ai une éthique, je veux pas ceci, et je veux pas en savoir plus, je veux pas savoir si l'animal... Absolument. Et vous dites la même chose. Ouais. Si, comme vous le disiez, tout le monde a ces capacités-là, mais certains ne vont jamais les exploiter ou vont jamais les travailler. Exact. Bon, moi, si je viens travailler avec vous et que je veux explorer mes capacités, mais autant vous dire que je n'ai qu'une envie, c'est de tout savoir. Non mais... Oui. J'ai envie de tout savoir. Et le fait que je vous entende dire mais moi, j'ai pas besoin j'avais pas nécessairement envie d'aller remonter trop loin. C'est fou, quand même. Mais il y a des choses où c'est effectivement de la curiosité, où on se dit, pourquoi j'étais là, j'ai telle chose. Puis on va glaner des informations qui permettent, qui sont effectivement pertinentes. Mais, et puis ça, c'est ce que les guides disent aussi, faut pas oublier que si on est incarné, c'est pour une certaine raison. C'est pour vivre cette incarnation du mieux qu'on peut, d'où le soutien des guides et de l'Akash quand les moments deviennent difficiles. Mais au final, on est là pour vivre dans le présent et se tourner vers le futur. Le passé n'a pas besoin d'être déterré. Il y a forcément des choses
qui sont moins nécessaires à savoir ou qui sont pas pertinentes. Donc au final, il faut pas se couper de cette réalité-là qui au final doit être vécue. Mais moi, c'est pour ça que quand je me suis dit, tiens, il y a une chercheuse de vérité. Et chercheuse de vérité, pour moi, ça veut dire je veux tout savoir, quoi, de ce qui s'est passé, du pourquoi, du comment, etc. dans ma vie, dans mes vies. Voilà. Oui, bon. Absolument. Mais c'est vraiment pour aller éclairer les clients sur leur vérité, leurs besoins. Comment est-ce que vous fonctionnez alors parce que vous disiez, techniquement parlant, si je puis dire, dans vos ressentis et votre approche, c'est-à-dire vous dites, je fais juste le vide. Ouais. Et la personne qui prend contact avec vous vient avec une problématique, vient, ou alors peut se dire, moi je laisse libre cours à ce que vous allez percevoir. C'est un peu comme une combinaison des deux, dans le sens où au début de la séance, je vais toujours demander, est-ce qu'il y a une information pertinente qui a besoin d'être su? Est-ce que je vais quelque part explorer un peu les énergies du moment? Parce que des fois, il peut déjà y avoir de façon préliminaire des informations. Mais je pars toujours du questionnement de la personne, parce que pour moi, c'est une façon de lui redonner son pouvoir. Parce qu'on s'entend que, pour chacun, il peut y avoir 36 000 choses qui nous préoccupent dans la tête. Mais moi, je veux m'assurer que dans la séance, on adresse les plus importantes, celles qui sont les plus gros nœuds quelque part. Donc, je demande toujours à la personne, c'est quoi ces questionnements? Puis, je ne veux pas savoir sa vie pour rester vraiment le plus neutre possible, mais bien comprendre la formulation, parce que des fois, la formulation ne reflète pas réellement l'interrogation profonde. Donc, oui, je pars du questionnement. Et les réponses que vous avez, en tout cas ce que vous arrivez à trouver, si je puis dire, c'est toujours très précis? Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux pour que ce soit précis, mais ce qui est super important, c'est que je veux que ce soit concret, tangible. Dans le sens où, quand j'ai la problématique, je pose la question, puis là, je vois où est-ce que j'arrive. Donc là, je sais très bien si c'est une vie antérieure, si c'est du transgénérationnel, si c'est quelque chose avec une racine présente. Des fois, il y a des multitudes de racines. Donc là, je vais tirer les fils, parce qu'au final, on est un inspecteur, hein. On est comme un inspecteur, un enquêteur. Et là, je vais tirer les fils. Et là, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi l'histoire? Donc là, il me raconte l'histoire. Il me donne une temporalité, un siècle, une époque. Je veux comprendre les relations. Je veux vraiment comprendre toute l'histoire. Puis une fois que j'ai ça, parce que la compréhension, c'est comme 70% de la libération. Mais après, je leur demande, OK, fine, merci, c'est génial. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour que cette personne se sente libérée de ça? Et ça, c'est l'élément clé et crucial de la séance. C'est là où on va plus loin que l'exploration et on veut vraiment chercher, donc oui, la vérité, mais on veut donner des clés à la personne pour qu'elle ressorte de la séance et qu'il y ait réellement eu une transformation. Et est-ce qu'il y a un dialogue avec la personne qui est en séance? Oui, en tout temps. C'est-à-dire que oui, je vais demander les informations, puis donc là, je vais glaner tout ce que je peux. Puis là, après que j'ai tout pris, je lui demande, est-ce que ça fait du sens pour toi? Est-ce que tu as besoin qu'on aille préciser quelque chose pour s'assurer qu'elle se sent quelque part complète? Parce que si elle ressort et qu'elle a encore plein de questionnements, ça n'a pas de sens. Donc oui, absolument. C'est pour ça que je dis, moi, je canalise en direct. Donc je canalise et puis c'est vraiment un dialogue à plusieurs en fait. Eux, le client, la cliente et moi. Parce absolument. que moi, je suis toujours un peu dubitatif quand, pardon, hein, je dis les choses comme je ressens, quand il y a un dialogue justement avec la personne qui vous consulte. Parce que par conséquent, elle vous donne évidemment des informations. Il n'y a pas de dialogue avant. Il n'y a pas de dialogue, non, hein, je dis juste, OK, comment va se dérouler la séance? OK. Puis je dis, OK, c'est quoi les questions? Puis je veux juste savoir, OK, la question, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux savoir en arrière de ça? Mais je dis, tu me dis rien là. Moi, je veux rien savoir de ta vie là. Vraiment, je veux vraiment être neutre. Puis c'est après que je lui ai dit l'information, je dis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux comme préciser sur ce qui vient d'être dit? Je demande aucune information en amont parce qu'effectivement, les gens pourraient dire, ouais, mais ça, je te l'avais dit. Non. C'est toujours. Ouais. Absolument. C'est pour ça que je veux rien savoir. Ouais. Quand vous dites effectivement, c'est un dialogue à trois entre vous, la personne qui vous consulte et eux. Voilà. Et ces fameux guides dont vous parlez, est-ce que vous les connaissez? Là, quand c'est pour le client? Les vôtres? Oui, je les connais. Ouais. Certains acceptent de leur donner des prénoms, d'autres non. Moi, je rentre pas là-dedans. Okay. Et si le client il me dit qui sont ces guides, là, on va aller les voir, mais je leur donnerai pas de nom. Sauf si, par exemple, ça peut être un de leurs êtres chers. Okay, donc là, dans ce cas, ils vont connaître de fait le prénom. Mais j'irai pas leur donner des noms parce que c'est un besoin déjà qui revient dans la matérialité. On le comprend, mais leurs noms, des fois, vont être non prononçables parce que c'est des vibrations. Donc, je veux pas me lancer dans quelque chose qui, au final, je leur dis, tu sais quoi, t'en as pas besoin. À partir du moment où tu sais, tel guide, c'est telle spécificité, il travaille sur ci, lui, c'est ça, soit tu les appelles spécifiquement en sachant qu'est-ce qu'ils viennent t'apporter, soit tu leur parles dans la globalité, mais il n'y a pas besoin de savoir le prénom. Donc, je rentre pas là-dedans. Qui sont les vôtres? Les nôtres, les miens, moi, j'en ai 3. Mais je sais qu'il y en a qui s'alternent. J'en ai 3, dont un principal. Mais c'est des personnes que je n'ai pas connues dans cette incarnation-ci.
C'est Comment vous avez eu connaissance de leur présence? Comment vous vous êtes dit, ah, ce sont mes guides? Parce qu'en fait, quand j'allais dans les nuages, ils étaient tout le temps là. J'arrivais, je m'asseyais, et ils arrivaient, ils se présentaient. Donc c'est comme ça qu'au final, je les vois, comme dans ma tête, ils ont une représentation, un visage, je les ressens dans l'énergie. Mais ils n'ont pas de prénom, mais comme je pourrais faire quelque chose dans mon quotidien et leur parler, je les sens énergétiquement. Donc c'est comme une carte d'identité vibratoire et énergétique. On les reconnaît comme ça. Mais je sais qu'il y en a qui sont de passage. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un chaman qui là, c'est plus distancié. C'est comme des guides ponctuels en fonction de nos besoins. Ils changent aussi. C'est fantastique. Et c'est à eux que vous demandez à chaque fois? Ouais. Exactement. C'est eux qui vous ouvrent les portes des annales akashiques, comme on dit. Oui, mais je dirais qu'il y a comme une équipe qui est comme plus grande qui s'amuse à utiliser mes expériences. C'est comme, quand je me rends disponible et que je veux tout benoîtement aller parler à mes guides, des fois je me retrouve hijackée dans des expériences spirituelles totalement différentes, comme quand j'ai fait mon stage en chamanisme où là j'ai rencontré Anubis, puis ça a été comme, waouh. Ils utilisent, parce qu'ils savent que je suis un canal, donc ils m'utilisent. Soit pour moi, soit pour transmettre des messages sans que je le sache. Vous êtes encore étonné de tout ça? Ben oui, et c'est beau parce que l'émerveillement permet de l'ouverture du cœur, et donc d'autant plus cette réception. C'est incroyable. Dites-nous comment vous travaillez, parce que effectivement on a bien compris la méthodologie, mais la posture, c'est-à-dire que moi j'ai vu des séances pour justement interroger les annales akashiques ou faire ces lectures akashiques. Vous avez des gens qui écrivent, qui ont besoin d'écrire, et donc ils sont effectivement dans cette concentration, ils se laissent porter, et puis il y a une écriture qui est soit automatique, soit intuitive. Quel support vous utilisez, vous? Rien. Rien? Juste la parole comme ça? C'est ça. Je ferme les yeux, puis là, comme ils me donnent les informations, puis si je sens que sur un sens, mettons, j'ai vu l'intégralité de la scène, mais qu'il manque quelque chose, je leur dis comme, OK, non, claire audience, claire connaissance, confirmez-moi ça. Puis là, comme je les interpelle, et ça rentre vraiment comme, c'est comme un millefeuille. Tout rentre de façon superposée et je verbalise, je dialogue. C'est pour ça que mes séances, je les enregistre pour que le client puisse les réécouter. C'est vraiment pour son bénéfice. Mais parce qu'il y a tellement d'informations, puis je fais toujours en sorte d'en donner tellement que c'est super dense, mais ça sort tout seul. Racontez-nous une expérience qui vous a profondément marqué. Oh, il y en a tellement. J'imagine. Ah, il y en a tellement. Mais, par exemple, parce qu'on peut vraiment répondre à toutes sortes de questionnements. Exemple, j'ai une cliente qui me disait ne pas comprendre la relation avec son papa. Okay? Un papa très à vouloir s'immiscer tout le temps dans ses affaires, contrôlant. Puis elle me dit pourquoi. Donc moi, j'en sais pas plus que ça. Je fais OK, d'accord, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Et donc tout de suite, je lui dis l'énergie de ton papa, c'est vraiment une belle énergie. Il fait vraiment ça avec le cœur. Il a vraiment un souhait d'être présent vraiment pour toi. Et là, tout de suite, j'arrive donc dans une vie antérieure où elle est sur un échafaud. Il y a une énergie masculine à côté d'elle. Je sais que cette énergie-là, elle la connaît dans cette vie-ci. Okay, mais je ne sais pas encore qui c'est. Je laisse la scène vraiment se dérouler. Elle est face à la foule qui est là pour sa fin finale. Pour l'exécution. Exactement. Et puis là, ils me disent en fait, que cet homme, qui est donc son bourreau, en fait, donc dans la vie passée, c'est un ami de son père et qu'il est en train donc, de la juger et d'en finir là. Et donc, je dis, OK, d'accord, je comprends, mais c'est quoi le lien avec son papa? Parce que moi, je les interpelle, je les pousse, je les challenge. Puis ils me disent, en fait, c'est ça, c'est que son papa, c'était son bourreau. Mais il est en rédemption dans cette incarnation-ci. Et donc là, il m'explique qu'en fait, effectivement, ils ont choisi de venir se réincarner ensemble. Pourquoi? Pour qu'ils puissent se créer une relation d'amour, pour être dans cette rédemption et donc venir cette fois-ci apporter tout son amour, tout son soutien à sa fille. Mais que... Parce que là, je ne suis pas dans la cage du papa. La déontologie, l'éthique, c'est important. Mais quand c'est nécessaire, ils donnent des informations supplémentaires. Et là, ils me disent, mais le papa doit apprendre à travailler sur le lâcher-prise et le contrôle. Et donc, de fait, lui, naturellement, sur ce chemin d'apprentissage, il démontre son amour en étant dans ce contrôle-là. C'est pour ça qu'elle a ressenti ça. Parce qu'il essayait au final de se faire pardonner en étant la meilleure version de lui-même. Et donc, là, elle comprend. Elle comprend pourquoi il agit comme ça. Elle comprend toute la relation. Et donc déjà, comme je disais, ça apporte un grand soulagement, un grand dénouement au final. Mais en plus, il y a des actes de libération qui sont faits en direct. Donc là, ce qu'ils me font faire et que je trouve absolument incroyable, parce que c'est pas moi, c'est eux, ils me font intervenir dans la vie passée pour venir des fois réécrire l'histoire ou apporter un soin énergétique directement
aux versions passées de la personne pour amener ce calme, cette paisibilité, de sorte que la relation dans le présent s'apaise. Et elle m'a écrit pour me dire que la relation était totalement différente maintenant. Parce qu'elle l'a dit à son père? Pas besoin. Non. Pas besoin. Ça s'est fait tout seul et donc lui, il était dans ce détachement. Alors, presque. ça ne veut pas dire que lui, il a toujours son chemin à faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais elle a eu un éclairage, une compréhension qui fait que la relation est différente. C'est magique, c'est incroyable. On dit souvent, j'entends souvent ça, quand on parle des annales akashiques et autres, on dit souvent que on vit aujourd'hui l'opposé de ce que nous avons été dans les vies passées. Je dirais pas l'opposé. Par exemple, je vous donne un exemple qui est le mien. Ouais. J'ai une sainte horreur de l'alcool. Je n'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Okay. Par goût. Hein. Okay. Et machinalement, parfois avec un peu d'humour, je dis j'ai dû être un sacré poivreau dans une vie antérieure pour arriver aujourd'hui dans cette vie à être complètement là. Est-ce qu'on a toujours été l'opposé de ce que l'on est aujourd'hui? Je dirais pas l'opposé, ça se peut très bien, ok? Mais c'est qu'effectivement, les vies passées viennent directement influencer qui on est. Directement. Exemple, il y a quelques jours de ça, j'ai une cliente, je lui dis toi, tu as une personnalité qui est vraiment très calme, posée, tu as de la difficulté à te lâcher prise, puis à être vraiment dans le moment présent, puis à profiter de la vie. Elle me dit oui. Je dis mais attention, tu penses que c'est ta personnalité, mais ça ne l'est pas le cas. C'est une résultante d'une vie passée dans laquelle elle a été... elle vivait dans une vie de noblesse et son père est décédé, sa maman était morte en couche et elle a été mise sous la tutelle de son oncle, très austère, froid, qui ne voulait pas s'occuper d'une jeune femme, ni même s'occuper de la marier, qui l'a mise au couvent. Mais au couvent, pas où on va être une religieuse en lien avec la population. Au couvent, elle voyait personne. Strict. Et donc, du coup, c'est venu tellement teinter sa personnalité, mais en fait, faire des nœuds dans ses corps énergétiques, amener un poids, qu'elle ramène dans cette vie-ci, et où elle pense que c'est sa personnalité, mais en fait, ça l'est pas. Parce que quand on s'incarne, entre chaque incarnation, on change de personnalité, normalement en fonction de la position des astres, mais à chaque incarnation, c'est comme si nos corps énergétiques, eux, ils ne changent pas. Comme si on renfilait un vieux soute, un vieux costume. De sorte que si ça n'a pas été libéré, d'incarnation en les autres, on les récupère. Donc, on n'est pas forcément l'opposé. Des fois, on est juste une continuité de choses non libérées, de choses non comprises, où on pense que c'est comme ça, c'est ma personnalité. Et on est défaitiste, mais au final, c'est des gros cailloux qu'on a dans nos bottes, quoi. Ouais, parce qu'on se dit souvent, par exemple, quand on voit des faits de société ou des faits divers avec des situations terribles, on se dit, qu'on soit victime ou bourreau d'ailleurs, on se dit, est-ce que dans une vie précédente, on a été l'opposé de... Est-ce qu'un bourreau aujourd'hui était bourreau aussi dans une vie précédente? C'est possible. Oui, et honnêtement, c'est pour ça que aller fouiller dans les vies antérieures, c'est vraiment le fun. Mais c'est pas forcément nécessaire d'aller tout fouiller, parce qu'on va se le dire, dans nos vies antérieures, on a forcément fait des choses pas très chouettes. Chacun, on a vécu des choses pas très chouettes. Et le but, c'est une élévation de l'âme. Mais on a forcément été victime et on a très, très certainement été bourreau à un moment aussi. Parce qu'au final, c'est l'ombre et la lumière, c'est le yin et le yang. Pour pouvoir pardonner, faut avoir subi. Donc, c'est pas forcément la dernière, ça peut être plus ancien, mais il y a forcément ce mélange-là où on expérimente toutes les casquettes. Mais je suis pas du type à dire, si on l'est aujourd'hui, c'est que la dernière fois on était là. C'est pas aussi strict que ça. Ça peut être sur une échelle de temps beaucoup plus grande. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'histoire des guides, parce que c'est intéressant aussi, et on a reçu pas mal de gens ici qui nous disaient, mais vous savez, là-haut, comme ils disent, c'est très hiérarchisé. Vous êtes d'accord avec ça? Je pense qu'encore une fois, comme est-ce qu'on voit des bibliothèques ou autres, ça dépend de soi. Okay? Dans le sens où, oui, il y a des guides, il y a les archanges, il y a les maîtres ascensionnés, puis c'est quand même quelque part des équipes dans des dimensions différentes, okay? à des paliers différents. Mais en tant que tel, pour moi, ils sont tous disponibles en tout temps. Donc, j'y mets pas une hiérarchie particulière, dès lors que j'ai du respect, de la gratitude et évidemment tout ça. Donc, moi, je peux autant interpeller les uns que les autres, en faisant fi de cette hiérarchie, parce que je sais qu'ils sont au final tous disponibles. Donc, je me prive pas de me dire « Oh my God, c'est un niveau hiérarchique, je vais pas les embêter. » Non, moi, j'appelle qui veut venir et il se présente. Donc, j'ai pas une approche trop hiérarchique. C'est vraiment comme plus souple. Vous formez? Oui. C'est vraiment le fun. Mais c'est tellement beau parce qu'au final, moi, je le vois bien. Et puis d'ailleurs, c'est eux qui me poussent à former. Hein. Je fais que exécuter quelque part ce qu'ils me demandent. Mais quand on voit à quel point ça permet de redonner aux gens des compréhensions et des clés de comprendre leurs relations, comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, comme des situations qui sont très simples de pourquoi j'arrive pas à arrêter de fumer, comprendre leur mission de vie, comprendre des blocages, comprendre leurs blocages financiers. Il y a tellement de réponses à ça.
que moi, j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir accueillir les gens là-dedans. Mais je leur dis, mais t'es capable de le faire par toi-même aussi. T'es capable d'aller chercher ça par toi-même. C'est ça qui parfois paraît C'est fou, génial. hein. Mais c'est incroyable. Parfois, c'est ouais, complètement. Alors, comment se déroule la formation? Ben, la formation, moi, j'aime faire en sorte que, en fait, sur un temps de 6 semaines, okay, je leur donne tous les piliers pour qu'ils puissent, au bout de 6 semaines, parce que je vais être respectueuse de leur temps et tout ça, qu'ils puissent vraiment faire tout, accéder aux annales akashiques, savoir l'art du questionnement, parce qu'au final, c'est bien d'y accéder, mais il faut savoir comment se diriger, comment tirer les ficelles pour pas se perdre aussi et avoir les bonnes réponses. Donc en 6 semaines, ils ont absolument toutes les informations. Puis par la suite, c'est vraiment des modules exploratoires où on va vraiment sur certaines thématiques, les vies antérieures, les situations bloquantes, les relations d'âme, vraiment explorer pour leur donner tous les outils. Mais le but, c'est qu'ils soient autonomes là-dedans. Et en 6 semaines, ouais, on peut. Oui, absolument. Parce qu'on a tous ça en nous. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, mais comment c'est possible? J'ai pas de don, je doute et tout ça. Mais on n'est pas, on est une âme incarnée. On n'est pas l'inverse. Et en fait, c'est ça qu'on oublie, c'est qu'on est prédisposé pour ça. Pourquoi? Parce qu'on a un corps physique, mais on a aussi un corps émotionnel, mental, causal et spirituel. Et de par l'existence de ce corps causal qui est directement lié aux annales akashiques et notre corps spirituel, on a en tout temps un pied dans l'invisible. Donc en tout temps, on est déjà connecté à l'invisible, sauf que notre vie matérielle nous ferme. Mais on est capable de ça. Nous cloisonne dans un système. Ouais. Puis on est capable, avec nos ondes cérébrales, d'aller atteindre l'état méditatif, c'est les ondes θ. Tout le monde connaît les ondes θ, on y passe tous naturellement avant de faire dodo. C'est l'état d'endormissement. Donc on passe tous naturellement dans ce couloir-là, qui est l'état de réceptivité des messages. Puis on a tous un troisième œil, qui est la lampe qui permet de passer dans ce tunnel-là en voyant et en comprenant les messages qui sont là. Donc avec ces 3 éléments-là, on est tous énergétiquement constitués pour le faire. Et tous ceux qui, là aussi, sont installés ici, quand on parle du déclencheur, parfois c'est assez foudroyant, ce déclencheur. Ouais. C'est-à-dire qu'on sent que vous n'avez presque pas le choix. Ouais. Ça vous pousse véritablement à aller dans cette direction-là. Oui, parce que c'est un appel de l'âme, c'est un appel du cœur. Tu sais, comme on dit, oh, ben, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Mais en fait, je dirais même, c'est l'âme a sa raison que la raison ignore, mais que le cœur ressent. Et on sent qu'au final, c'est tellement fort. C'est pour ça que moi, je me disais, mais je peux plus rester dans mon emploi avant. C'est tellement fort. Puis, on pourrait dire, ah oui, mais c'est l'ego. Oui, mais c'est l'ego. Quand on voit la différence que ça fait au niveau des gens qu'on connaît pas, on connaît pas leur vie, on connaît pas la situation, et qu'on voit la différence, on se dit, mais pourquoi ne pas faire ça au final? C'est ça qui a réellement un sens dans la vie, c'est contribuer et c'est aider. Alors, quand on décide d'être un petit peu, de se faire l'avocat du diable, certains, et notamment, je pense à nos amis zététiques, que je salue au passage, qui passent leur temps évidemment à dire que tout ça n'existe pas, et qu'il ne s'agit pas de convaincre, qui plus est. Mais c'est intéressant de voir quel est leur point de vue là-dessus. Ils disent que ça n'est que du mentalisme ou de la télépathie pure. C'est-à-dire que vous allez chercher l'information qui existe déjà dans le subconscient de la personne et que vous ne faites que retranscrire ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je dirais qu'honnêtement, je me suis déjà posé la question. Puis au final, je trouve que c'est sain comme questionnement. Okay, parce qu'il ne s'agit pas de tout gober benoîtement. Mais non, c'est pas ça. Parce que dès lors qu'on accède à des informations, qu'on a, nous, aucune... Comment dire? Moi, j'ai aucune raison de savoir ça de la personne. Que la personne en face, elle en a même pas conscience. C'est surtout ça. C'est ça, elle ne sait pas. Ouais, c'est ça. Puis énergétiquement, quand on va découvrir, mettons, une vie antérieure ou un nœud dans du transgénérationnel, puis que là, je suis en train de dicter le processus de libération, que l'Akash est en train de me dicter. Puis moi, à ce moment-là, je parle, je ferme les yeux. Puis que j'ouvre les yeux, puis la personne, elle est en pleurs devant moi, puis elle me dit « J'ai tout ressenti !» Et puis qu'elle se sent différente, puis que... On ne peut pas l'inventer. C'est juste comme... C'est énergétique. C'est incroyable. Mais vous avez douté aussi. Mais je me suis posé la question. Et je dirais que c'est sain, selon moi, en spiritualité, de se poser ces questions-là. C'est pour ça que moi, mes guides, je les challenge constamment. Des fois, on se chicane même, parce que c'est normal. C'est important. Et c'est là où on arrive au final à se dire, ben non, en fait, c'est ça. Donc, je dirais, ok, c'est correct. Puis, le but, c'est pas de convaincre personne. Est-ce que de temps en temps, vous avez encore un petit regard sur la première partie de vie et la femme que vous étiez à l'époque de l'école de commerce et autres emplois dans le marketing digital? On est quand même sur 2 mondes... Ah, c'est différent.
C'est incroyable. Complètement opposé pour le coup. Oui, mais je me dis au final qu'il n'y a pas de hasard. Okay, ce chemin-là, il devait être vécu. Puis au final, ben, tout ce que j'ai appris, il me sert aujourd'hui pour mon entreprise. Donc l'air de rien. Puis si on m'avait dit ça, mettons à l'âge de 18 ans, peut-être que j'aurais fait comme non, vraiment pas. Puis au final, je me serais encore plus écartée de ce chemin-là. Donc au final, les choses arrivent quand on a, je veux pas, une certaine maturité, une certaine une disponibilité, en fait, je dirais. Donc, et puis il y en a beaucoup de gens pour qui cet éveil aussi se fait tardivement dans la vie. Mais parce qu'avant, notre corps émotionnel, notre corps spirituel n'est pas prêt à ça. Mais c'est correct, parce qu'on vient là pour vivre aussi. L'autre argument aussi qu'on a des gens qui sont très dubitatifs par rapport à tout cela, c'est de dire que c'est le côté dépendance que l'on peut avoir, qui consiste aussi bien pour vous d'ailleurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a presque une dépendance au point que quand vous avez une décision à prendre dans votre vie, quelle qu'elle soit, vous dites « montre-moi le chemin » ? Non. Non. Je vais utiliser mon libre arbitre à moi, de version incarnée, mais je le sens très bien dans l'énergie, si... Puis je l'entends, ils vont des fois comme « non, c'est pas ça, où va ?» Ils vont me donner des directives, mais je vais pas aller les chercher. Je vais vivre ma vie, et puis si je me prends les pieds dans le tapis, ben, c'est la vie aussi. Mais donc, non, je suis pas dépendante de ça. Pour les grosses décisions, je vais aller comme essayer de sonder, mais ils voient bien aussi. Si on essaye d'obtenir des informations alors qu'on est censé l'expérimenter, ils vont juste pas me répondre. Ils vont me dire, vas-y, fais, tu verras bien. Donc, c'est ça le but du jeu. Puis les clients non plus, je veux pas qu'ils soient dépendants. Ouais, c'est vraiment pas ça le but. C'est surtout ça. Absolument pas. Non, non. Et c'est là où, quelque part, je m'en remets à eux et que c'est toujours bien calibré. Parce qu'ils vont toujours donner l'information qui va permettre d'éclairer à la personne, donc soit d'être libérée, débloquée ou d'avancer. Donc, ils viennent éclairer. Ils ne viennent pas donner la réponse tout cru dans le bec. Comme quand les gens ils viennent connaître leur mission de vie. Je leur dis, je vais vous la donner, mais je ne vous donnerai pas le numéro de téléphone de la RH, l'intitulé du poste et le courriel qui va avec. Genre, quand même, non, parce que c'est en avançant sur ce chemin-là qu'on apprend aussi. Mais, donc, mais en rigolant, information que vous pourriez avoir ? Je vais leur donner le plus d'informations possible. Mais après, moi, je suis juste le canal. Mais je leur demande le plus d'informations possible. Mais non, ils ne me donneront pas ça. Non. Même si je les supplie, ils ne me le donneront pas. Non, c'est ça. Non, parce qu'ils le savent au final. C'est comme moi, ma fille de 3 ans, elle me demande les clés de la voiture. Elle a beau me dire qu'elle est capable. Si ce n'est pas le moment venu, je ne lui donnerai pas. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, c'est ça. Mais parce qu'effectivement, on pourrait se poser des questions en disant est-ce que vous avez vraiment toutes les réponses ? Non, pas tout. Dans ce détail-là. Mais suffisamment pour permettre d'éclairer et comprendre. Ouais. Donc, vous avez dû voir, au travers de tous ceux qui vous consultent, des changements de vie extraordinaires. Oui. Des évolutions de vie extraordinaires. Mais oui. Une fois, ça, c'était dans mes premières séances. J'ai eu une cliente, elle me disait, elle ressentait des choses, mais elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle me dit, j'ai l'impression qu'on me touche. Elle me dit, j'ai l'impression qu'on me flatte. Je fais OK, bah on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, tout de suite, j'arrive dans une scène. La scène, je l'ai encore en tête. On était dans un bois et je la voyais dans une voiture et il y avait plein d'énergie autour d'elle. Je lui dis, mais ces énergies-là, c'est pas des vivants, là. C'est tout des défunts. T'as plein de défunts qui sont autour de toi. Et je dis, mais en fait, c'est ça ta mission de vie. Tu es venu transmettre des messages de l'invisible pour les vivants. Des messages d'amour. Et le rapport avec la voiture ? Alors, c'était juste une façon métaphorique pour montrer qu'elle était sur un chemin d'avancée. D'accord, ok. Et que c'était ça. Et donc, je lui dis, mais en fait, ils sont tous là à attendre que tu t'actives. Et donc là, et en fait, ça a tellement fait une différence dans sa vie. Donc, c'est sûr que j'ai donné plus de détails, on allait creuser davantage, mais qu'elle a totalement changé de vie. Et aujourd'hui, elle est médium à plein temps. Parce qu'elle a compris le pourquoi, qu'est-ce qu'elle vivait, elle a compris qu'est-ce qu'elle devait faire, elle a tout compris. Donc, c'est autant par rapport à des changements comme ça que des personnes qui finalement s'autorisent pleinement. Moi, c'est fou, mais j'ai des fois, les gens, ils me disent « je veux pas d'enfant ». Ok, mais c'est parfait, on n'est pas forcé d'avoir d'enfant dans la vie. Bien sûr. Ils me disent « oui, mais je veux savoir si j'en veux pas parce que j'ai un blocage dans une vie passée qui fait qu'au final, mon vrai moi en voudrait, mais à cause d'un blocage, j'en veux pas, ou si c'est mon vrai moi qui en veut pas ». Mais en fait, en leur donnant ces informations-là, en leur délivrant la réelle réponse, ils s'autorisent pleinement à faire comme « ah bah donc j'ai le droit ». En l'occurrence, là, j'ai le droit de ne pas vouloir d'enfant. Parce que la pression sociétale, la pression familiale, ça peut être super difficile à vivre. Et donc, bah, là, ils leur disent, bah non, c'est correct. Et donc là, on décortique le choix de l'âme, le pourquoi, du comment, on leur explique. Et on leur redonne cette possibilité-là. Donc, c'est sur les enfants, c'est sur des choix de vie, des fois, complètement différents, où les gens y doutent et ils n'osent pas vivre pleinement leur vie.
ils comprennent. C'est génial. Est-ce que vous avez vu des choses que vous auriez aimé ne pas voir? Non. Parce que justement, encore une fois, ils font excessivement bien les choses. Dans le sens où même si des fois on arrive dans une vie antérieure où là on comprend que, ben oui, on comprend qu'il y a eu un viol, on le comprend. Mais ils me font toujours en sorte, puis comme je dis à mes étudiants, que ce soit moi ou vous, ils feront en sorte de vous faire comprendre ce qui s'est passé, parce que des fois on a besoin de savoir la libération est dans la compréhension de l'acte. Mais ils ne vous montreront pas tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc on va comprendre, mais on ne va pas rentrer dans le glauque, le gore ou le traumatisant. Parce qu'on s'entend qu'avec le nombre de séances que je fais par jour, il y aurait de quoi se faire suivre psychologiquement après. Hein. C'est sûr. Et donc non. Mais c'est pour ça qu'ils font en sorte de juste transmettre l'information. Donc non. Heureusement, merci. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Non. Que vous soyez épargnés. On dit souvent aussi que les médiums ont la faculté de pouvoir couper aussi quand ils le souhaitent et de dire de reprendre une vie dite normale, si je puis dire. Et puis parfois, il y a des supports comme la nuit, comme le rêve, comme des voyages astraux, comme des choses comme ça. Est-ce que vous avez des informations au travers de ces supports-là, si je puis dire? Oui. Ah, le soir, c'est plus d'une fois sur deux, parce que je me couche puis je demande à mes guides. Je leur pose des questions. Je suis je voudrais savoir quelque chose. Donnez-moi des informations, s'il vous plaît, sur cet aspect. Ou aidez-moi à comprendre telle chose. Et souvent, mes rêves m'apportent l'information. Est-ce que ça, tout le monde peut poser cette question-là? Oui, par contre, comme je disais tout à l'heure, le fait de percevoir les informations, pourquoi certaines personnes vont dormir puis dire « Ah, mais moi, je rêve pas ». Non, c'est parce qu'en fait, ils reçoivent les informations, mais leur troisième œil est fermé, calcifié, ce qui fait qu'ils n'ont pas la possibilité de percevoir l'information qui est disponible. Mais en l'occurrence, si le troisième œil est ouvert, donc, et ça, tout le monde peut travailler à le décalcifier, tout le monde est capable de recevoir des informations. Et j'encourage, moi, des fois, mes clients, je leur dis « Mais pose la question avant de faire dodo ». S'il y a des petites choses, tu sais, après la séance, tu te dis « Ah, j'ai pas posé cette question-là, j'ai oublié ». C'est correct, demande-la. Après, dépendamment si leur troisième œil est ouvert ou pas, mais oui, absolument. On a cette connexion à l'invisible tout le temps. Donc oui. Puis oui, je peux fermer, mais ça m'arrive des fois que je sois en discussion avec quelqu'un, pas plus tard que ce matin avec mon mari au petit déjeuner, il me parlait d'un truc et les informations que je lui donnais, je savais qu'elles venaient pas de moi. Mais j'avais pas cherché à canaliser quoi que ce soit. Donc, je me pose toujours la question de savoir si vous avez demandé à vos guides avant de venir ici. Je leur ai pas demandé, mais je sais qu'ils y sont pour quelque chose. Parce que je le sais qu'ils me poussent dans cette voie-là. Ils me poussent à plus parler au monde, ils me poussent à partager, ils me poussent à former. Donc je le sais qu'ils y sont, et je le sais que ça s'est fait parce que ça devait être fait. Mais j'ai utilisé mon libre arbitre. Tant que vous n'êtes pas allé interroger quand même un peu plus haut pour savoir s'il y a plein de gens qui demandent à leur guide si c'est bon de faire ça. Mais moi, je le sentais dans l'énergie, que c'est en ligne en fait avec tout le chemin qui me dessine et qui me disent de prendre pour les prochaines années. C'est dans la lignée. Donc, j'ai pas eu besoin d'aller gratter à savoir ça devient comme du micromanagement, là. Je le savais que c'était en lignée et je le savais dans la vibration que c'était positif. Je le sentais dans mon cœur, je le sentais. Donc, j'ai utilisé mon libre arbitre. On a dit tout à l'heure, Anne-Sophie, on a dit l'intérêt d'aller dans les annales akashiques, c'est de voir le avant, le pendant et le après. Le présent, le futur, etc., etc. Évidemment, avec le monde dans lequel on vit, on est obligé de se poser 1 milliard de questions, on est obligé d'avoir des doutes, on est obligé parfois aussi d'avoir des peurs, des anxiétés et des interrogations. Est-ce que vous êtes allé interroger un petit peu ce futur ? Si vous me dites non, ça me rend fou, parce que je me dis, quand on peut aller se balader et avoir des informations, moi j'irai les chercher, ces informations du futur. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non. Non, je l'utilise honnêtement pour mes clients, quand ils veulent connaître par rapport à des décisions. Mais parce qu'au final, on ne sait jamais quelle la réponse va être. Ça peut être plus anxiogène, puis c'est peut-être moi, effectivement, qui ai comme plus de peur ou autre. Mais je préfère, en fait, travailler au présent. Puis, dans le présent, faire en sorte de permettre des ouvertures de conscience, permettre des gens qui reprennent, qui élèvent leur vibration. Et donc, quelque part, d'aider à modeler un futur plus bénéfique à travers de l'action présente que d'aller chercher. Parce qu'au final, le futur, il change à chaque instant en fonction de nos décisions. Donc, je pourrais très bien percevoir quelque chose, puis du coup, virer vraiment anxiogène, baisser mes vibrations, puis être beaucoup moins prolifique dans ce que j'apporte à mes clients, que au final, me dire, non, il change à chaque instant, donc on va avoir la foi que à nous tous, avec le travail qu'on fait, on choisit le meilleur, puis on choisit de donner le meilleur pour élever tout ça. C'est une perspective. C'est une vision
qui me rend fou, mais non, mais parce que je trouve ça fascinant. Franchement, je pense que si j'exploitais ces facultés que nous avons tous, je deviendrais fou, je pense. Pourquoi donc? Mais parce que je passerais mon temps à être... à vouloir savoir où, quand, comment, à quelle heure, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il a dit et pourquoi. Petit côté, moi je serais un voici du spirituel. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je comprends. J'aurais besoin de ça. Et en même temps, peut-être pas. C'est-à-dire que peut-être que je me lasserais aussi et que j'aurais aussi envie d'être bien les pieds ancrés sur cette terre, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que dans ce cas-là, ce qu'il ferait, parce que c'est arrivé à des personnes que je connais dans le domaine de la spiritualité, c'est comme si à un moment, ils allaient couper les capacités de réception. Parce que c'est comme si à un moment, ils dépluguaient la prise en disant comme, là, repos. Il faut revenir à la réalité, on arrête d'être là-haut, on est ici. Et des fois, c'est ce qu'ils font pour permettre en sorte de bien vivre cette incarnation. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, Anne-Sophie, de cet échange? Que les annales akashiques, c'est une ressource incroyable, mais que tout le monde y a accès. Tout le monde a cette capacité de connexion. Et qu'au final, y accéder, ça permet vraiment de vivre une vie plus alignée, plus légère, plus constructive dans un sens. Ça ne va pas nous donner les informations tout crues dans le bec, mais ça permet tellement d'éclairer son chemin que ça évite de se prendre les pieds dans le tapis. Ça permet d'avoir des relations plus épanouissantes, d'avoir une relation à l'argent plus épanouissante, de comprendre sa mission de vie. Puis de quelque part reprendre son pouvoir. Parce qu'on va se le dire, des fois, dans la spiritualité, il y a des gens aussi qui vont donner que des pièces d'information qui vont au final... nous détourner de notre pouvoir et notre capacité. Et qu'au final, tout ça, on l'a en nous. Donc, soit on ne veut pas le développer par soi-même et on fait appel à d'autres personnes, c'est bien correct, mais qu'on a la capacité de vivre une vie qui est différente. Et tout le monde en est capable. En tout cas, cette faculté-là que vous avez développée a transformé votre vie, pour le coup. Définitivement. Clairement. Absolument. C'est incroyable. Bon, oui. Est-ce que votre mari, qui est présent sur le studio, il a ses capacités aussi ou pas? Oui, mais il ne les utilise pas. Et il ne veut pas le dire. Ouais, est-ce que vos enfants? Oh oui. Oh mon Dieu. Oui. Ils sont très connectés. Très connectés. Ma fille, elle perçoit les défunts. Elle les perçoit très bien. Ils ont tous des capacités différentes, mais oui, ils sont très très connectés et très réceptifs. Ce qui me permet du coup de les accompagner d'autant plus là-dedans, et d'avoir un dialogue, un accueil, et qu'ils aient une compréhension d'eux-mêmes pour pouvoir, je dis pas qu'ils vont forcément les développer, mais qu'ils puissent avoir ce chemin de compréhension, de savoir que c'est en eux. Mais oui, ça fait des belles discussions familiales et une belle dynamique. Est-ce que vous voyez ce qu'ils voient? Non. Non, dans le sens où moi, je vais voir dans mon écran mental, où je vais le ressentir, mettons qu'on est des visiteurs invisibles à la maison, je vais le ressentir et je vais le savoir. Ma fille, elle les voit. Donc oui, c'est pas la même chose. Et elle vous dit, maman, il y a ça, il s'est passé ça. Oui. Elle me dit, ouais. Donc, et évidemment, le conseil que vous pourriez préconiser à tous ces parents qui entendent ces enfants, et on sait combien jusqu'à l'âge de 7 ans, je crois, 6-7 ans, il y a des facultés comme ça qui... voilà. Ils ont joué avec un ami imaginaire, soi-disant imaginaire, et il n'empêche qu'il y a quand même des choses. Et il n'est pas si imaginaire que ça, je pense aussi. Je suis un peu d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'on conseille à ces parents qui sont un peu désemparés parfois quand il s'agit d'entendre des discours comme ça de leurs enfants? C'est sûr que quand on n'est pas dans le domaine, on peut vraiment être déconcerté. Mais je dirais, c'est vraiment de porter une oreille attentive. Okay, donc, c'est-à-dire de donner du crédit à ce que dit l'enfant. Même si on ne sait pas forcément quoi répondre de plus, mais de lui faire comprendre qu'on le croit et que c'est correct de ressentir ça. Et donc, si l'enfant a peur, là, dans ce cas, d'aller chercher des techniques, des outils pour l'inciter à se protéger. Donc, des techniques de protection, mais pour que l'enfant comprenne qu'il est normal, que c'est tout à fait correct et qu'il n'est pas en danger parce qu'il a le pouvoir aussi par rapport à ses perceptions de dire non, pas maintenant, plus tard. Mais de croire l'enfant. Parce de ne pas juger. Et non, c'est ça, ou pas de dire mais non, c'est des bêtises. Vous savez, j'ai entendu des parents dire on devrait quand même l'emmener consulter. J'ai entendu. Puis d'un sens, je comprends, c'est le parent qui est désarmé puis qui ne sait juste pas quoi faire face à ça. Mais de ne pas décrédibiliser l'enfant parce que moi, après, je les vois en séance. Puis je leur dis, mais quand tu étais petit, il se passait déjà ça. Puis il y avait ça. Puis aujourd'hui, tu as ça comme capacité. Puis là, aujourd'hui, tu les ressens encore. Ils sont tout penauds, puis ils font comme, oui, mais on m'a dit que si et que ça. Et du coup, ça a shut down, puis ça crée des blocages. Puis le but, c'est pas d'incriminer les parents, ok? Parce que des fois, on sait juste pas quoi faire. Mais juste de dire à l'enfant, ok, c'est correct, je comprends. Quitte à ce que le parent aille chercher un support qui
face à un dialogue avec l'enfant. Et votre fille a eu peur, parfois? Oh oui. Ouais. Oui, oui. C'est sûr qu'elle a encore peur. Elle me dit, oh mon Dieu, là, il y a un monsieur avec un chapeau, puis elle part en courant. Je fais comme, ok, c'est correct. Donc, on lui redonne son pouvoir. Puis même mon mari fait ça. Ok, bah là, le monsieur, il est où? Il est là, ok. Et bah là, tu vas lui dire qu'il part, qu'on veut pas le voir maintenant. Et elle lui dit, tu t'en vas, pas maintenant. Et on lui dit, ça a marché, il est parti. Ouais, il est parti. Donc, on lui fait comprendre que bah, ça peut être flippant, on comprend, mais qu'elle a ce pouvoir-là de mettre un stop et de dire non. C'est ça au final. Anne-Sophie Jeanbrun, on va mettre autour de la vidéo. Alors, vous êtes au Canada, vous êtes au Québec, à Montréal. Autant dire qu'avec le décalage horaire, il va falloir se caler pour les séances. Ouais, j'ai des horaires pour tout le monde. C'est vrai? Bon. Oui. Ça se fait bien. Tout se fait en visioconférence. Il n'y a pas besoin d'être en personne. Évidemment. Donc, avec le décalage horaire, il y a toujours des horaires qui sont comme pour les Européens, pour tout le monde. On trouve toujours. Il y a toujours des solutions. Absolument. On vous met les liens autour de cette vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact donc, avec Anne-Sophie, suivre bien sûr soit une consultation toute simple, soit évidemment suivre ses formations, cet accompagnement. Prochaine étape, le livre. Ah, j'ai tellement d'histoires à raconter, mon Dieu. J'imagine. Il va y avoir tellement de choses à dire. C'est incroyable. Parce que des fois, les gens, juste en lisant une histoire, ils ont une résonance et ça fait quelque chose. J'en ai qui me disent même, quand ils regardent mes réels sur Instagram, ils me disent, j'obtiens des réponses et des compréhensions de moi juste à travers tes réels. C'est pour ça qu'on dit, je suis juste un canal. Eux, ils savent que ça a une répercussion encore plus grande. C'est incroyable. Merci infiniment. Merci. Merci Anne-Sophie, c'était passionnant de vous entendre. Et je trouve qu'il y a plein d'authenticité dans ce que vous dites. Et je crois que peut-être cette phrase, on peut la garder aussi. Hein, montre-moi le chemin. Oui. On devrait souvent se la répéter peut-être comme une sorte de mantra. Absolument. En se disant, allez, montre-moi le chemin. Montrez-nous. Faut pas hésiter à les interpeller. Ils sont là pour ça. Ils attendent qu'une chose, parce qu'au final, c'est le libre arbitre. Mais dès lors qu'on leur dit, montrez-moi, ben là, on leur donne l'autorisation pour accéder. Et ils le souhaitent en plus. Ils attendent que ça. Oui, tout le monde Absolument. me dit ça. Tout le monde me dit ça. Ils n'attendent que ça. Définitivement. Ouais, absolument. Ouais. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci infiniment. Merci. Vous commentez avec bienveillance, comme toujours. Vous allez partager, bien sûr, sur l'ensemble de vos réseaux. Et nous, on va se retrouver très, très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous. Merci.